Bonjour et bienvenue dans l'interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires, des projets différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Colombiez qui a travaillé 35 ans dans la police, écrivain, auteur de 34 polices déconnexion et aussi de quelques pièces de théâtre. Mais il est aussi le porte-parole de l'UPNI, une association de policiers indépendants. Bonjour monsieur Jean-Pierre Colombiez. Bonjour Inda et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Alors, on va apprendre à vous connaître. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de l'actualité d'aujourd'hui, avec les manifestations, les manifestants et tout ce qui se passe, hein, c'est inquiétant. Ouais. C'est inquiétant. Vous allez nous parler un petit peu de votre parcours qui vous a amené à travailler dans la police. Oui. Bon, on va synthétiser. Hein, parce que oui, on synthétise, c'est quand même assez dense. Non, oui, j'ai eu très tôt l'envie de faire ce métier parce qu'à l'époque, il y avait... Oui, j'ai été bercé par une forme de littérature liée à ce qu'on appelle l'investigation, l'enquête, à tout ce qui était recherche des criminels et de tout ce qui était délinquance. Bon, j'ai jamais été très attiré par tout ce qui était port de l'uniforme et je dirais des métiers plus institutionnels, plus administratifs, pas institutionnels, c'est un mauvais, on va oublier ce mot, plus administratif. Donc moi, ma vocation, c'était l'enquête. Ouais. Donc j'étais très rapidement attiré par ça, par ce métier. J'étais bien évidemment influencé par de la littérature comme L'ennemi public, Borniche, dans ce genre de films et de littérature, c'est vrai, parce que pour moi ça représentait une forme de police qui était un petit peu encore rock'n'roll, quoi, un peu, ça bougeait, et puis ça ne concernait que l'investigation vers des individus qui étaient pour moi des individus malfaisants, on va dire, d'une certaine manière. Sûr. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai jamais mis un PV de ma vie. Si vous, petite précision que j'apporte. Vous étiez plus le justicier. C'est un bien grand mot. Non, faut pas... Entre guillemets, on va dire. Enfin, besoin de justice, besoin d'aider, besoin d'être utile. Plutôt. Mais moi, vous savez, les mots de grand justicier, de super-héros ou de grand flic, comme certains bien qu'on les appelle, pour moi c'est de la légende urbaine, hein, tout ça. Vous savez, le métier de policier, surtout dans l'investigation, enfin partout, n'est pas un métier solitaire. On travaille en équipe en permanence. Et moi, j'ai toujours apprécié travailler en groupe, avec des femmes et avec des hommes, bien évidemment. Alors que, bien que j'ai connu une époque où il y avait quasiment que des hommes. Puisque vraiment la police s'est ouverte aux métiers féminins que très tardivement, hein, dans les début des années 80. Avant, il n'y avait quasiment pas de femmes. D'ailleurs, il y avait dans les commissariats des affiches où il y avait marqué « La police, un métier d'homme ». Ah bon ? C'était le slogan jusqu'au début des années 80. C'était ça. Heureusement que ça a changé. Maintenant, il y a beaucoup de femmes. Hein. Il y a beaucoup de femmes. Alors, je vais être un peu l'avocat du diable. Je trouve qu'il y en a trop. Parce que, bien évidemment, mais ça reste un métier de contact. Hein, ça reste un métier qui peut être très violent. Et il y a face à nous des individus qui n'ont pas des idées aussi, je dirais, ouvertes que vous pouvez les avoir. Très cher Inda. Ils sont pas bienveillants. Non, il n'y a pas de bienveillance. Vous savez, quand on est face à un violeur en série, un tueur, un homme qui a maltraité sa compagne, donc on peut imaginer qu'il a vis-à-vis de la gente féminine une pensée très particulière. Donc, il faut éviter que sa haine ait prise quelque part, et notamment s'il y a trop de femmes dans des équipes de police secours, par exemple. On a parfois un problème réel. Il ne faut pas se le cacher, on ne va pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas de la démagogie ce que je vous dis. Hein. C'est tout simplement une réalité objective. C'est une protection vis-à-vis de la femme. Bien évidemment, ça ne veut pas dire... J'ai toujours travaillé avec des femmes, et j'en ai toujours été très content. Ça permettait d'avoir un équilibre, un regard, parce que la femme a un regard très particulier sur la vie, tout simplement. Bien sûr, et ça, c'est très important. J'ai travaillé pendant 3 ans à Marseille dans une unité qui était spécialisée dans les agressions sexuelles et les viols. On ne faisait quasiment que ça. Et nous avions beaucoup de femmes à l'intérieur de ces unités, et ça permettait aussi d'avoir ce regard et cette lecture qui est propre aux femmes. Oui, donc c'est sans démagogie, il n'y avait pas que d'affreux machos qui géraient ce genre d'affaires. Donc voilà, moi c'est essentiellement l'investigation, le monde des stupéfiants pendant 10 ans, la brigade criminelle, les atteintes aux personnes, enfin voilà, j'ai touché un petit peu à tout, y compris des commissariats, et tout ça est très enrichissant, très intéressant. Alors, vous êtes donc le porte-parole de l'association UPNI, hein. Vous pouvez nous parler justement, quelles sont les revendications de cette association? L'UPNI, on va dire, est une survivante de 2016, de cette période où il y a eu quelques associations de policiers en colère, ça faisait suite aux événements de Viry-Châtillon, et certains policiers ont eu besoin de faire entendre leur point de vue
sans passer par les intermédiaires institutionnels. Là, pour le coup, le terme est adéquat, c'est-à-dire les syndicats ou les partis politiques. Donc c'était une parole spontanée de policiers de terrain qui disaient bon, non, ça suffit, la démagogie politique et syndicaliste, on n'en veut plus et on veut s'exprimer directement, faire savoir à la limite aux concitoyens ou aux politiciens d'un certain niveau quelle est la réalité du terrain. Ouais. Donc cette association est une des seules qui a survécu. Et oui, je me suis mis en contact avec eux parce que je trouvais que leur démarche était à la fois intéressante et courageuse. Mais eux, à l'époque, n'avaient pas cette liberté de parole que j'avais eue, que j'ai obtenue au fil des années, puisque je suis devenu leur porte-parole au moment de ma retraite. On vous voit dans beaucoup de médias. Très connus d'ailleurs. Non, très connus, je n'ai pas cette Des médias connus, mais oui, quand même, on vous voit vraiment dans les plateaux de télévision. Et c'est vrai que vous ne mâchez pas vos mots, vous êtes là, vous êtes franc. Vous dites les choses telles qu'elles sont. Tout à fait, tout à fait. Et comme ne peuvent pas dire les policiers qui sont encore en activité. Exactement. D'où pourquoi ils vous ont choisi en tant que porte-parole, parce que voilà, vous êtes là, spontané, et quand il y a quelque chose à dire, vous le dites. Hein. Ben, vous savez, il faut une liberté de parole, il faut une parole libre à un moment donné. On ne peut pas se contenter systématiquement d'un filtre syndical, par exemple. Vous savez, les syndicats, la relation qu'ont les syndicats de police avec l'État, elle est très particulière. Ça remonte à son histoire, puisque les syndicats de police n'ont pas le droit de grève. Donc c'est un manque de moyens de pression politique qui est considérable. Moi, j'ai pas cette obligation, j'ai rien à gagner, j'ai rien à vendre, je suis pas payé pour venir vous voir, et c'est très bien comme ça, parce qu'il n'y a pas de lien de vassalité entre mes interlocuteurs et moi, et donc plus largement au niveau des membres de cette association. Ça me permet d'être leur porte-parole, l'écho de leur mécontentement, leurs revendications. Et c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de voix unanime. Vous savez, la police, c'est des concitoyens comme vous et moi. Bien sûr. Et quand on entend, notamment, ça nous met particulièrement en colère, quand on entend notamment ces slogans qui consistent à dire que la police est raciste dans son unité, ça nous met hors de nous. Enfin, moi, ça me met hors de moi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il suffit d'aller dans n'importe quel commissariat, peut-être que vous y allez, vous êtes allé pour des raisons diverses et variées, mais il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes de toutes les couleurs. Bien sûr. Et de toutes les origines. Et c'est très bien comme ça. Il y a une mixité sociale qui se répercute au niveau de l'institution police. Donc dire la police est raciste comme ça, de jeter ça, je dirais, sur le pavé, c'est facile et c'est dangereux. C'est très dangereux. Le problème, c'est qu'en fait, on voit beaucoup dans certains médias ou même dans les réseaux, on va filmer certaines séquences de certaines personnes, par exemple certains policiers qui vont par exemple prendre la matraque et matraquer, mais en fait, soit on va sortir du contexte, ou soit donc on va instrumentaliser justement les images qui font que ça augmente le fossé entre par exemple la jeunesse et la police, les habitants par exemple d'un quartier et la police. Et ça fait un effet boule de neige qui fait que ça augmente. Déjà, c'est déformant. C'est déformant, mais ça augmente la haine. Bien sûr, mais alors ça, c'est quelque chose sur lequel je m'attaque particulièrement. Moi, j'appelle ça de la propagande, hein, tout simplement. Ce sont des images de propagande, qu'elles soient extraites d'un côté comme de l'autre. Moi, j'assiste à beaucoup de manifestations, pas parce que je suis partie prenante, je ne suis pas du côté de la Bravem, je ne suis pas non plus du côté des anards, des activistes d'extrême gauche, donc j'aime bien quand même assister, voir comment ça se passe. Il est évident que les grands médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, s'attachent, je dirais, à ne montrer que des images chocs, parce que ça va leur permettre aussi de faire le buzz au niveau de leur niveau d'audience. Et on n'est plus, je dirais, on met de côté la revendication initiale, la vraie revendication sociale, qui quand même regroupe des centaines de milliers de personnes. Et on ne retient que l'affrontement Black Bloc police. Et je veux dire, c'est affligeant. C'est à la fois terrifiant et à la fois affligeant. Mais il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Cette manipulation de l'image et cette propagande d'État, parce qu'il s'agit d'une propagande d'État, elle est vieille comme le monde. Elle est vieille, elle existe depuis le premier... Mais pourquoi faire ça ? Pour faire peur à l'opinion publique, pour mieux maîtriser l'opinion publique, pour l'orienter dans son choix et dans son émotion. L'idée, c'est quoi ? C'est de provoquer un choc émotionnel. Là, on a vu par exemple hier qu'un policier a reçu un cocktail Molotov. Il était en feu, littéralement. Donc ça, vous imaginez bien que lorsqu'on passe cette image en boucle, vous ne retenez que ça. Vous oubliez complètement qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui se battent contre la réforme des retraites et qui se battent pour maintenir leur niveau de vie, leur pouvoir d'achat. Et on ne retient de tout cela, de ces 200 rassemblements en France, on ne retient qu'une image, c'est celle du policier qui a reçu un cocktail Molotov. Bien évidemment, l'acte en soi est condamnable. Bien sûr. Mais ça ne doit pas se limiter à ça. Et je veux dire, cette manipulation de l'image,
Vous savez, elle date principalement depuis que les médias existent, à la fois les radios et les télévisions, elle date du début du XXe siècle, dans les années 20, 30, au développement de la publicité, qui a été récupérée par le système politique, les institutions politiques, et on a cette possibilité pour beaucoup de gouvernements de jouer énormément sur ça, sur la diffusion de l'information, de l'image, et de fait d'orienter après les choix de l'opinion publique et de les influencer en tout cas. Oui, c'est ça en fait. On a l'impression qu'on va conditionner l'humain au lieu d'aller vers la paix, vers des relations saines, de faire en sorte qu'on avance ensemble et pas les uns contre les autres. Et c'est ça malheureusement qui fait qu'aujourd'hui nous vivons, la société a un très grand mal-être. Tout à fait. Je pense qu'on vit un moment particulier en ce moment. La société n'a jamais été autant fragmentée. Peut-être, il faut remonter assez loin. Je veux dire, il faut remonter au début du XXe siècle avec les grands conflits sociaux, la période du Front populaire, les années 30, où il y avait véritablement une fracture entre l'extrême droite et la gauche, où il y avait des manifestations très violentes qui se sont fait jour. On a le sentiment, enfin moi c'est pas un sentiment, là j'essaie d'avoir un langage un peu pondéré, mais ma conviction profonde, elle est que cette gouvernance, la gouvernance Macron, héritière philosophiquement de la gouvernance Sarkozy, est extrêmement violente et je dirais fait reposer sa gouvernance sur la fracture de la société et la violence. Pour moi, c'est le maître mot de ce que nous vivons aujourd'hui, avec un triptyque au niveau communication qui est celui de l'émotion, de la confusion et du mensonge. On nous ment en permanence et ça, c'est insupportable. Au bout d'un moment, c'est insupportable. Alors, ce qui fonctionnait au début du siècle, quand il n'y avait pas autant de médias, qu'il n'y avait pas Internet, notamment, c'est que ça pouvait passer. Aujourd'hui, ça passe moins parce que justement, il y a des grandes gueules. Il y a l'information. Peut-être que j'en fais partie. Peut-être que j'en fais partie. Non, mais voilà, oui. Non, mais il faut à un moment donné que des gens disent non, mais attendez, nous, on n'est pas dupes. On sait très bien comment ça se passe. Et moi, j'explique parfois comment se passent les manifestations, puisque j'y assiste, et on peut voir comment ça se passe avec des black blocs qui s'affrontent au niveau des services d'ordre, qui s'écartent gentiment au bout d'un certain moment, et ensuite, on voit les charges des services d'ordre qui sont au contact de qui, non pas des black blocs, mais des manifestants. Donc, c'est un jeu à qui perd gagne. Personne n'est gagnant là-dedans parce qu'au final, les policiers se font haïr d'une certaine frange de la société. Oui, c'est exactement ça. Et je peux vous assurer que cette violence, elle n'est pas, c'est pas du fantasme, c'est une réalité. Il y a une vraie haine d'une certaine frange de la société contre la police. Et moi, je regrette et je dénonce que certains syndicalistes, que la plupart des syndicalistes policiers ne dénoncent pas cette confrontation, cette mise en scène de la confrontation permanente entre les forces de l'ordre et l'opinion publique. Mais vous qui êtes souvent au contact justement des manifestants et en même temps de la police, en parlant avec des policiers, le fait justement où on leur dit des fois de charger les manifestants, est-ce que vous avez recueilli des informations avec ces policiers où ils ont un peu un dégoût de dire j'ai pas envie de frapper? Il y a un peu de tout, bien sûr qu'il y a un peu de tout. Oui, non, il y a un ras-le-bol général, il faut être clair. Le policier moyen, c'est quoi? C'est un citoyen comme les autres, qui n'est pas millionnaire, qui se trouve confronté systématiquement à une opposition frontale avec une opinion publique qui est la sienne. Ce que revendique, et je rappelle quand même, je coupe court là, mais je rappelle quand même que tous les syndicats de police, unanimement, sont contre la réforme des retraites. Et ça, je le dénonce régulièrement, vous le savez, au travers de certaines vidéos, je dénonce régulièrement ce paradoxe entre cette revendication sociale anti-système, anti-loi et anti-législative, et cette absence de dénonciation sur les plateaux télé. Il n'y a pas un seul délégué syndical policier qui a dénoncé clairement les agissements, du moins la politique, la stratégie du maintien de l'ordre de l'État. Et ça, je le regrette, mais ça s'explique aussi, parce que l'État a ouvert les vannes des négociations, récompense très largement les syndicats et l'institution police en ce moment pour sa loyauté vis-à-vis de son pouvoir. Parce que c'est là où il y a un problème. Les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et c'est bien dommage. Or, il faut remonter dans l'histoire pour savoir comment la police française a été inventée, c'est un bien grand mot, je mets ça entre guillemets, et son évolution à travers l'histoire. La police française n'a pas été structurée pour être au service du citoyen. Elle protège fondamentalement l'État et ses représentants. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai souci qu'on ne rencontre pas dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, comme en Angleterre, où il y a une philosophie du rapport police-citoyenneté qui n'a strictement rien à voir avec le système français. Il aurait dû être comme ça. C'est ce que voulait réinventer Chevènement lorsqu'il a mis en place, Jean-Pierre Chevènement, il a mis en place la police de proximité, qui réinventait un peu l'eau tiède, puisqu'il y avait déjà des policiers qui étaient
quotidiennement au contact de la population. Ouais. Il a voulu le redynamiser pour apaiser la situation dans certains quartiers, Ouais. et du moins établir un contact entre une frange de la population et l'institution police. Et on a cassé ça avec Nicolas Sarkozy, qui lui est revenu au concept initial de la police, qui consiste à protéger l'État et non pas la population. Et ça, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème, surtout qu'aujourd'hui, on est dans une démultiplication absolument hallucinante du concept, de ce concept-là. Oui, mais c'est dommage parce qu'au contraire, il faudrait, lorsqu'on forme les policiers, il faudrait mettre un module justement formation au contact du citoyen, mettre avant tout donc mettre l'humain, qu'il soit l'État ou n'importe qui, mais mettre l'humain au centre et surtout voir ce qui est le plus juste aussi, c'est important. Mais malheureusement, comme vous allez me dire toujours, oui, moi et ma bienveillance, nous ne sommes pas dans un monde bienveillant, mais il faut être sur les gardes. Ah, je vous vois venir. Hein. Ah ben vous me voyez bien venir et vous avez raison de me voir venir parce que c'est exactement ce que je vais vous dire. Très chère Linda, ça c'est dans le monde merveilleux. Des bisounours, voilà, non, faut le dire. Non, pas des bisounours, mais d'une société qui se veut humaniste et solidaire. Or, on n'a pas ça. Il faut vraiment habiter sur une autre planète pour ne pas se rendre compte qu'Emmanuel Macron ne partage pas du tout cette vision qu'il a de l'État. Il a une conception qui était, au départ, qui n'était pas sécuritaire. Il n'avait aucune connaissance dans ce qu'étaient les problématiques sécuritaires dans ce pays, notamment l'abandon de certains quartiers, de certains pans entiers de villes. C'est pas simplement, alors ça m'irrite, ça me hérisse le poil quand j'entends parler de zones de non-droit. Ce ne sont pas des zones de non-droit. Ce sont des zones où des gangs imposent leurs lois. C'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, parce qu'il y a des habitants. Et bien sûr, on les délaisse. Mais c'est ça. À leur sœur. Mais ça me met vraiment dans une colère noire, c'est le cas de le dire, parce qu'on se fout éperdument des milliers de personnes, de familles, qui, elles, subissent ce diktat, cette loi. Mais quand vous nommez Gérard Collomb, maire de Lyon, 72 ans, ministre de l'Intérieur, quand vous nommez Christophe Castaner, excusez-moi du peu, mais là, on touche le fond, quoi. Et puis Darmanin, qui est l'héritier philosophique d'un certain Sarkozy, c'est que vous n'avez pas de vision, je dirais, sécuritaire, qui aurait pour objectif la paix sociale. C'est pas vrai, c'est pas possible. On voit bien que c'est pas son souci. Et on voit bien aussi que dans son mode de pensée, je vous ramène au triptyque philosophique quand il parle de travail, famille, on a l'impression d'entendre Philippe Pétain, travail, famille, patrie, il manque plus que ça. Alors c'est une autre sémantique, c'est une autre rhétorique, qui est modernisée, parce que ça c'est aussi son truc. On va moderniser, on parle de progrès, mais tout ça c'est bidon, tout ça. Tout ça c'est de la cosmétique rhétorique. La réalité c'est ça, c'est que les triptyques qu'on remet en place datent des années 40. Et ça c'est inquiétant. Il faut réveiller les consciences par rapport à ça. Et moi j'en appelle souvent et les syndicalistes policiers et certains politiciens dits de droite à se réveiller un petit peu, parce que le glissement vers lequel ils se dirigent est très dangereux. Et c'est très très dangereux. On va véritablement vers une fracture, parce que je rappelle quand même, une fracture fondamentale entre la population et ses représentants. Emmanuel Macron est élu dans le cadre d'une élection présidentielle où il y a 50% d'abstention. Il est élu avec 28% de votes exprimés, c'est-à-dire moins de 15% des inscrits. Il n'y a pas de légitimité. Il ne porte pas la légitimité d'un peuple. Et c'est là où il y a un paradoxe et un mensonge absolu de son parti. Enfin, si on peut appeler ça un parti, vous savez, je vais être méchant. Je peux être méchant ? Ah, pas trop, hein ? Juste un peu. Ah, il me fait penser un petit peu à ces monarques absolus comme Henri III ou Louis XIV. Alors Henri III, c'est que la cour des mignons, vous savez, il avait ses porte-sabres, hein, qui étaient sa petite cour, son petit cercle. Et puis Louis XIV, avec ses courtisans poudrés, qui étaient d'une fidélité absolue, mais parce qu'ils avaient intérêt à être fidèles, parce qu'il y avait quelque chose à gagner à cette fidélité. Et il me fait penser un petit peu à ça. Il est dans un îlot de pouvoir totalement resserré sur lui-même, recentré. Il n'y a pas de communication avec l'extérieur, on a l'impression que c'est un monarque. Et ça me fait penser à ce film que j'aime beaucoup, Le peuple et son roi, où on voit un isolement d'un monarque complètement coupé des réalités du quotidien. Mais ça s'explique aussi par son parcours personnel. Est-ce que vous avez demandé un rendez-vous avec M. Macron ? Je ne pense pas qu'il me l'accorderait. Ben, demandez, on ne sait jamais. Non, mais la communication. Oui, mais vous savez, peut-être un peu trop lucide, mais je sais très bien comment il fonctionne. Tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, que ce soit dans ses prises de parole ou celles de ses ministres, sont animés, tout ce qu'on entend est animé par des ressorts de la communication, de la propagande, mais qui n'est pas nouvelle, qui date des années 20, 30, et qui a été totalement démultipliée par des dictateurs. Mais quand je dis ça, je ne traite pas Macron de dictateur, mais il est très largement inspiré
parce qu'a écrit ce qu'ont écrit des gens comme Mussolini, Hitler, Staline. Vous lisez, quand vous lisez Mein Kampf, vous y trouvez des phrases quand même assez étonnantes qui résonnent aujourd'hui. Vous savez ce qu'écrivait Hitler dans Mein Kampf? Il disait une chose terrible. Il disait « Qu'importe qu'ils disent du mal de moi ou du bien, ce qui importe, c'est qu'ils parlent de moi. » Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Vous voyez là où je veux en venir? Et c'est la raison pour laquelle vous avez des scènes assez surréalistes comme la finale au Qatar où il va faire la bise à Mbappé, puis on le voit en permanence. Il y a une saturation de l'image. Tout ça, c'est de la propagande. C'est de la propagande, au départ, qui est publicitaire, on connaît le principe, et puis qui a glissé vers des entreprises de médias politiques et qui font ça très bien. Ouais. Mais à vous entendre, en fait... il n'y a pas de communication, il n'y a pas de retour en arrière avec le président. Ça va être difficile. Oui. Donc, oui, parce que c'est triste, mais on voit bien qu'il n'y a pas de volonté d'entendre, d'écouter. Il y a une rumeur qui vient du peuple. Hein. C'est pas simplement une exhalation de colère. Ça pourrait arriver que sporadiquement il y ait des colères. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors les médias officiels traditionnel tempère l'ambiance. Oui, il y a un petit peu de revendication. Non, il n'y a pas un petit peu de revendication. Il y a une haine profonde, viscérale. Elle s'entend. Moi, j'entends des conversations dans la rue que je n'entendais pas avant. Et ça, c'est inquiétant. Vous savez pourquoi c'est inquiétant? Pas tellement pour lui, parce que lui, dans 4 ans, il n'est plus là. C'est pour la suite. Ouais. C'est pour la suite qu'il faut avoir peur. Parce que ce qu'il est en train de faire, lui et j'allais dire ses complices, mais pas loin. Mais quand vous voyez un ministère composé, un gouvernement composé de Marlène Schiappa, qui va poser dans Playboy, de Gabriel Attal, qui tient des propos mais lunaires, qu'on entend, qu'on voit que Bruno Le Maire vient de sortir un bouquin érotique, qu'on voit que Dussopt va s'entretenir avec Tétu, que le président s'entretient dans Pif Gadget. Non mais Hinda, on est où là? Je veux dire, on est où? Enfin, moi je ne me reconnais pas dans cette communication et dans ces gouvernances. On est passé d'un André Malraux qui écrivait La condition humaine, d'un président comme Mitterrand, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qui écrivait la paille et le grain. Si un jour vous avez ce livre entre les mains, vous allez comprendre à quel niveau on est de littérature, de pensée, de réflexion, à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. J'insiste là-dessus. Mais il y a une qualité littéraire, une qualité de pensée qu'on a totalement perdue. Enfin, je ne me reconnais pas dans Marlène Schiappa, je suis désolé. Et pourtant, les ministres, je ne sais plus ce qu'elle était, secrétaire d'État aux Solidarités, je crois, un truc comme ça. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi la faute, entre guillemets, des médias actuels qui font des réseaux de chercher le buzz un peu partout? Bien sûr. Et malheureusement, tout le monde est tombé dans le piège. Mais bien sûr. Même l'État est tombé dans le piège. C'est ce que quand je cite Hitler, c'est pas parce que je suis un admirateur d'Adolphe, mais c'est quand un homme comme lui écrit ce qu'il a écrit en termes de propagande, qu'a démultiplié un type comme Goebbels. Si vous vous intéressez à la propagande de ces années-là, de ces années 30 à 40, Staline a fait la même chose. Ils ont une propension à faire parler d'eux et à se mettre en avant, à se mettre en scène, qu'on retrouve aujourd'hui. On a les mêmes ressorts, et ces ressorts-là ont été démultipliés et inventés par des publicitaires dans les années 20. Lippmann, Bernet, je crois, et d'autres, Chomsky, qui sont des publicitaires qui ont inventé la communication pour la vente, pour convaincre l'acheteur que vous étiez, mais de l'acheteur que vous êtes potentiellement, on en a fait un électeur. Et cet électeur, il faut le convaincre. Et il y a un triptyque, il y a des recettes, il y a des ressorts. Et ces ressorts-là, on assiste en direct en ce moment à leur mise en place et à leur démultiplication. Jean-Pierre Colombiez, il reste 2 minutes. Yes. Auteur de 34 polices déconnexion. Donc c'est un livre qui relate toute votre expérience, à la fois les joies, les peines, les coups de gueule, comme aujourd'hui les coups de gueule. Tout à fait. Donc votre coup de gueule a été entendu aujourd'hui dans l'émission Interview sur RTV. 3 mots pour ceux qui nous regardent? 3 mots. Ce serait lequel? Positivisme, ne vous résignez pas, réveillez-vous, soyez des citoyens, je dirais, militants, pas au sens d'aller distribuer des tracts peut-être, mais militants dans le positivisme et dans la construction de la solidarité, on en a besoin. Ne vous laissez pas aller, jetez le paquet de chips et le Nutella, sortez de la télévision, sortez de l'écran BFM TV et autres, enfin tous ces médias mainstream, éveillez-vous, éveillez-vous, reprenez des bouquins, allez vers l'instruction, ça c'est fondamental, parce que ce discours il vaut pour tout le monde. Bien sûr, exactement. Mais merci en tout cas Jean-Pierre Colombiez, donc n'oubliez pas. Prenez les livres,
Et puis, ce qui est important, c'est... Pas les miens, pas le mien. Ah oui, le vôtre aussi, on peut le trouver sur Internet. Non, mais oubliez mon livre, vous savez, allez vers Hugo, relisez Victor Hugo, relisez Maupassant, et relisez Baudelaire, des bouquins comme ça. Hannah Arendt. Alors, ce que je viens de vous dire sur la manipulation de la pensée politique, relisez Hannah Arendt, c'est fondamental. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour cette très belle émission. Merci à vous, Hilda. Franche, claire, nette. Et aussi, il faut du positivisme. Voilà, exactement. Du positivisme et de l'énergie. Voilà, alors soyons optimistes pour un monde meilleur. Énergie positive, c'est très important. Merci à vous de nous avoir suivis sur Interview. Je vous dis à très bientôt.